merci beaucoup pour l'invitation que vous nous avez faite de participer à l'événement d'aujourd'hui. Alors, nous allons donc présenter un exposé intitulé Les nouveaux imaginaires technologiques avec Fabricio De Filippi, qui est ici présent et qui effectivement mène une thèse consacrée aux imaginaires technologiques. Et tout cela dans le cadre d'un petit projet nommé les nouveaux imaginaires technologiques que nous menons à l'Université de Nanterre. Et effectivement, c'est avec grand plaisir que nous sommes revenus parce que nous avions fait effectivement déjà un bout de chemin passionnant ensemble. Et donc le professeur de Rochelle avait montré quelques résultats de cette recherche commune avec l'Institut Fairfax. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un exposé en deux temps. Un exposé qui sans doute sera dans sa première partie sera très général, dans sa deuxième partie très ponctuelle, mais voilà, il est un petit peu clopin, mais c'est un travail en cours. Et pour commencer, donc, c'est Fabricio qui va prendre la parole pour présenter un petit peu notre projet et la manière dont nous sommes revenus vers l'Institut Fairfax, avec quelles idées, quelles hypothèses. Donc je laisse tout de suite la parole à Fabricio. Oui, du coup, je suis très content d'être là. Merci François, merci tout le monde pour l'invitation. Donc, on va commencer avec cette première partie qui sera un peu plus théorique pour entrer un peu dans la question des imaginaires. Et donc, cette introduction peut dire que, en fait, nous ne travaillons pas forcément sur les imaginaires en lien avec leur dimension fictionnelle. Donc, quand on parle d'imaginaire, notre point de vue ne parle pas forcément, par exemple, de la production d'imaginaires technologiques qu'il peut y avoir dans la science-fiction, tant au cinéma que dans la littérature, par exemple. Même si, par ailleurs, disons, dans la science-fiction, il y a, par exemple, une vaste production d'imaginaires technologiques qui ont après quand même un impact sur la société. Mais notre point de départ, c'est surtout la question des imaginaires sociaux, donc le lien entre société et imaginaire. Donc la question que nous posons, pour commencer, c'est la question des imaginaires sociaux. On se demande qu'est-ce qu'un imaginaire social. Donc pour poser cette question, on répond du travail du philosophe Cornelius Castoriadis, qui a pas mal travaillé sur ces questions. Castoriadis a élaboré, développé une réflexion sur la construction de la société en général. Et justement, selon Castoriadis, la société ne fonctionne pas uniquement comme un ensemble de parties hétérogènes qui s'assembleraient ensemble de manière mécanique. Donc la société n'est pas juste un organisme, disons, qui satisfait des besoins prédéfinis, mais justement la société est traversée et aussi définie par un ensemble de significations sociales imaginaires, pour répondre le vocabulaire de Castoriadis. Et donc ces significations sociales imaginaires, justement, permettent à une société de se définir en définissant les valeurs et les besoins collectifs. Donc, quand Castoriadis parle de signification imaginaire, il ne parle pas de quelque chose d'abstrait, mais il parle de ces significations qui structurent concrètement et matériellement la société. Donc, pour Castoriadis, l'imaginaire social n'est pas quelque chose de fictionnel, quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose qui donne vraiment une forme à la société elle-même. Donc, l'imaginaire a sa propre réalité, sa propre poids spécifique dans la construction de la société. Pour donner un exemple plus concret, par exemple, la forme sociale de la famille est pour Castoriadis une signification sociale imaginaire parce que cette forme, justement, n'existe pas en nature, n'est pas prédéfinie, et c'est une forme sociale qui change historiquement et qui est instituée par la société elle-même.
Et par ailleurs, cette forme, donc la forme de la famille, permet à la société de se structurer, de se donner une organisation et donc de tenir ensemble ces parties. C'est la même chose un peu pour la question du concept de classe sociale, que c'est un concept, on pourrait dire, imaginaire, parce que c'est un concept qui n'existait pas, n'est pas prédéfini, prédéterminé, par exemple, par la nature, par les lois de l'histoire, par les lois économiques. Et c'est justement un concept qui émerge à partir de la société et qui finalement contribue à structurer politiquement la société. De la même manière, par exemple, les récits du progrès qui ont été développés notamment dans la modernité sont des significations sociales imaginaires parce que justement, elles donnent une forme à la manière dans laquelle la société pense à elle-même. Et donc, ces significations constituent un horizon d'action et un horizon de sens qui finit par structurer toute la société, par exemple l'économie et le travail. Donc, les récits du progrès sont des significations imaginaires, mais ces récits sont bien réels, ont un impact concret sur le fonctionnement de la société et sur la construction de l'identité sociale. Donc, Castoriadis, quand il parle de signification imaginaire, justement, il insiste sur le fait que ces significations sont instituées par la société elle-même. Donc lui, il parle d'une certaine autonomie de la société et d'une auto-institution de la société. Donc la société, historiquement, a toujours mis en acte un processus de création de ses propres significations. Et c'est à travers cet ensemble de significations qu'elle se forme, se donne structure, une organisation politique. Donc il y a un acte créatif de la société, même si la société est complexe et hétérogène, il y a toujours cette force instituante qui émerge et qui lui permet de se donner une forme. Donc ces significations, justement, permettent à toute société, à tout groupe social, d'avoir une approche au monde matériel, donc de créer cette propre vision du monde, et donc de créer ce qu'on peut appeler un horizon de sens. Donc l'imaginaire est surtout un horizon de sens, dans le terme de Castoriadis, et cet horizon de sens permet à la société justement de garder ces deux parties hétérogènes ensemble. Donc les significations sociales constituent un tissu qui tient ensemble les différentes parties, et ce tissu permet une structuration politique. Et par ailleurs, l'imaginaire est toujours collectif, donc il est lié évidemment à l'imagination personnelle, donc chacun de nous peut participer d'une certaine manière à l'émergence de cet imaginaire collectif et social, mais c'est plutôt un processus collectif et d'une certaine manière anonyme aussi. La chose importante, c'est que finalement, dans la société, dans tout groupe social, il n'y a jamais qu'un seul imaginaire social à l'œuvre. Il y a toujours plutôt une tension entre un ensemble d'imaginaires institués et ce que Castoriadis appelle des imaginaires instituants. Donc il y a toujours une pluralité de significations qui sont en tension et en conflit et qui prennent des formes hétérogènes aussi dans la matérialité de la société. Donc il peut arriver que des significations sociales se stabilisent et se fixent jusqu'à devenir autonomes par rapport à la société qui les a créées. Et donc certaines significations, certaines structurations sociales peuvent devenir presque, peuvent cesser de faire sens pour la société elle-même. Donc ce que Castoriadis nous dit, c'est qu'il y a toujours un effort instituant et un imaginaire instituant qui est à l'œuvre dans la société, qui consiste dans cette capacité de la société de repenser les significations et les valeurs et de créer un nouveau horizon de sens. Donc cet imaginaire, il faut le penser de manière dynamique et en évolution. Et donc par exemple, on peut faire un exemple, par exemple tout à l'heure, la famille traditionnelle est une signification sociale instituée, c'est-à-dire que pendant longtemps structurée notre société, et encore aujourd'hui par ailleurs. Mais il y a une émergence d'autres significations sociales autour de la famille. Et donc il y a d'autres types de familles qui essaient de s'instituer.
et aussi à travers la reconnaissance, par exemple, politique ou juridique. Et de la même manière, les récits du progrès qui donnent une forme à notre société sont aujourd'hui aussi remis en question par une certaine prise de conscience de la finitude et des limites environnementales. Et donc, il y a un imaginaire instituant qui essaie d'émerger, de venir contester des significations instituées et de créer un nouveau horizon de sens autour duquel la société peut se structurer. Donc, par rapport à cette introduction théorique à partir du Castoriadis, nous reprenons justement le travail de ce philosophe en essayant de comprendre quel est le lien entre imaginaires sociaux et technologie. Donc la technologie fait partie de notre société, d'une certaine manière, elle donne forme à notre société aussi. Donc nous avons développé certaines hypothèses de recherche plutôt générales autour du rapport entre imaginaire et technologie. Et nos hypothèses sont que finalement la technologie est avant tout un objet des imaginaires sociaux. Donc la société développe des attentes, des inquiétudes autour de la technologie et attribue à la technologie par ailleurs une fonction sociale en évolution par rapport à l'espace et au temps. Donc c'est une fonction qui évolue justement. Et il y a aussi des projections collectives autour de la technologie. Ce sont des projections justement imaginaires, mais qui finalement ont un impact même sur le développement technologique et sur l'innovation. Pour faire un exemple, depuis 40-50 ans, on parle d'intelligence artificielle, avant de manière plus théorique, maintenant de manière plus concrète avec des projets qui se matérialisent. Mais finalement, tout cet ensemble de projections collectives ont contribué elles-mêmes à donner une forme, une direction à l'innovation technologique autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, ces imaginaires sociaux autour de la technologie se sont concrétisés, se concrétisent à tout moment dans la matérialité de l'innovation. Et par ailleurs, on peut passer ce rapport entre imaginaire et technologie de manière circulaire, parce que finalement, la technologie rend possible des nouvelles manières de penser et d'agir, et à travers la technologie, la société reconfigure son propre horizon de sens et explore de nouvelles possibilités. Donc la technologie est déjà une signification sociale à travers laquelle, par laquelle la société s'institue, se donne une organisation. Donc, par rapport au projet plus concret que nous voudrons vous présenter aujourd'hui, par rapport à ces questions générales, théoriques, philosophiques, nos questions, justement, concernent l'imaginaire plus strictement lié à l'Institut Fairfax. La question que nous posons est quel imaginaire instituant à l'Institut Fairfax? Donc, nous avons certaines hypothèses par rapport à cette question. Et déjà, nous faisons l'hypothèse qu'on peut effectivement observer le déploiement d'imaginaires sociaux, d'imaginaires technologiques dans le microcosme de l'Institut Fairfax. Donc, on passe d'un plan général de la société à un plan d'observation plus concret d'une institution plus précise qui représente justement un microcosme des imaginaires. Et notre hypothèse principale, finalement, est qu'à l'Institut Fairfax, il y a une dimension instituante, donc il y a une tentative sur plusieurs niveaux d'instituer des significations et de les stabiliser, de les fixer sur plusieurs niveaux. Donc, nous avons élaboré un petit cadre provisoire général à discuter évidemment sur ces trois niveaux d'institutions liés à l'Institut Fairfax. Donc, en premier niveau, on pourrait dire que, au moins de ce que nous avons pu observer, comprendre, l'Institut Fairfax, justement, a un portée instituant
sur un plan local, dans la mesure où il s'agit d'un processus d'institution d'un horizon de 5 communs. Donc l'Institut Fairfax, de certaine manière, contribue à créer un espace qui tient ensemble les différentes parties, les différents groupes de recherche, par exemple, entre une dimension de soin et une dimension plutôt liée à la recherche. Donc, même s'il est vrai que l'Institut Fairfax est une institution qui permet avant tout d'accéder à des financements, à des équipements, à des technologies spécifiques, cela n'est pas forcément la dimension principale. Effectivement, l'Institut Fairfax fonctionne aussi, et du même mouvement, comme un laboratoire des imaginaires. Donc, c'est en tant que lieu, en tant qu'espace, nous proposons de passer l'Institut Fairfax comme un véritable laboratoire des imaginaires qui, justement, permet de reconfigurer de manière inédite la dimension de la recherche et la dimension du soin, en favorisant les synergies et les collaborations et en valorisant et en rendant visible les avancements de la recherche et du soin médicaux. Donc ce que l'Institut Fairfax fait, c'est d'instituer un horizon de sang partagé. Et cet horizon est construit justement autour de la question du visage. Donc l'Institut Fairfax fait émerger le visage en tant que foyer de sens pour la médecine, mais pas que, plus en général pour la société. Donc cette émergence du visage en tant que foyer de sens, c'est un peu le centre de l'imaginaire instituant de l'Institut Fairfax, en tant qu'institution locale qui tient ensemble les différentes parties. Et donc, par ailleurs, on a pu observer que les projets et les activités de l'Institut Fairfax sont diverses et sont, d'une certaine manière, aussi disséminées. Donc, la localité de l'Institut Fairfax n'empêche pas que finalement, il y a une dissémination de projets et d'activités dans plusieurs endroits. Donc, il y a le CHU d'Amiens, il y a le Plateau du Sacré, il y a l'UTC et d'autres lieux. Donc, il y a plusieurs projets. Mais finalement, ces projets font sens justement grâce à cet imaginaire partagé. Et donc, c'est cet imaginaire partagé qui permet de faire face, de construire une identité commune et un parcours cohérent. Et nous faisons l'hypothèse finalement que la construction de nouveaux bâtiments, comme nous l'avons dit, pourra représenter une étape ultérieure pour reconfigurer l'horizon du sens. Justement parce que le bâtiment vient incarner concrètement, matériellement, physiquement. Donc le bâtiment vient incarner et relancer un imaginaire partagé. Et donc il permettra peut-être de nouvelles configurations, l'émergence d'un nouveau horizon de sens. Donc je vais aller un peu plus rapidement sur un deuxième niveau et en portée instituante de l'Institut Fairfax, dans la mesure où l'émergence de la question du visage permet d'instituer des nouveaux liens entre branches et disciplines. Donc l'institution de ces liens, d'une certaine manière, est nécessaire pour aborder la question du visage et se traduit finalement en synergie médicale, collaboration, avancement technologique, artistique, une ouverture de toutes les branches, par exemple même les sciences humaines et aux collaborations artistiques. Donc ça ne veut pas dire que chaque branche perd son identité, mais que finalement cet imaginaire autour du visage finit par constituer un arrière-fond qui favorise la communication et les interactions. Et enfin, un troisième niveau possible d'institution, plus strictement lié à la technologie. Donc on a pu observer un peu que l'Institut Fairfax, dans toutes ses activités et projets, travaille avec des technologies qui existent déjà, mais essaie en même temps d'adapter ces technologies à ses propres nécessités et besoins. Donc, comme on disait, la technologie joue un rôle central dans l'institution du visage comme objet et foyer du sens.
parce que la technologie rend possible de nouvelles approches, de nouvelles manières d'étudier la complexité du visage, aussi d'intervenir sur le visage à travers des processus de reconstruction et réparation. Mais justement, il y a peut-être dans l'Institut Fairfax une portée instituante aussi par rapport à la technologie, c'est-à-dire que les technologies existantes ne suffisent pas forcément pour satisfaire les besoins et pour accueillir les questions de recherche qui sont formulées au sein de l'IFF. Et donc il y a peut-être une nécessité, une volonté de reconfigurer ces technologies et créer des outils plus appropriés. Donc, par exemple, rapide, nous avons pu aborder un peu la question de la plateforme Skills, qui est justement une plateforme qui devrait permettre justement de faire émerger, donc d'instituer de nouvelles formes d'apprentissage, pas forcément, pas uniquement liées au visage, mais plus en général liées à l'apprentissage. Juste pour conclure, après je laisse la parole à François. Ce premier cadre, nous avons essayé d'élaborer pour présenter un peu notre travail, peut être pensé finalement comme un processus toujours dynamique, un processus aspiral, on pourrait dire, dans la mesure où finalement les différents niveaux d'institution interagissent, donc le niveau de la technologie instituée justement contribue à faire émerger le visage en tant qu'objet de sang. L'institution locale qui est mise en place par l'Institut Fairfax permet de catalyser ces forces technologiques dans une même dimension et permet également de reformuler, de configurer des liens entre différentes branches et disciplines. Et cela aura évidemment aussi un impact ultérieur sur la reconfiguration et la stabilisation technologique. Donc voilà, je laisse la parole à François. Merci Fabrizio. Alors, et sans être trop long de mon côté, je voudrais proposer un deuxième moment de cet exposé. Alors, le premier moment était, parce que c'est le point où nous en sommes dans notre travail, encore très général, trop général et encore programmatique et fait d'hypothèses générales. Le second moment, là, et alors, lui prendra appui sur quelques entretiens menés tout dernièrement avec les membres de l'Institut Fairfax. Donc voilà, là, pour le coup, il n'y a pas de... Comment dire, c'est ponctuel, contingent, ce sont des réflexions extraites des dernières séries d'entretiens menés, mais bon, qui sont... Bon, il n'y a pas du tout donc d'exhaustivité de quelque nature que ce soit, mais je pense que ce sont des exemples assez significatifs des imaginaires qui circulent et qui non seulement circulent, mais sont producteurs à l'intérieur de l'Institut Fairfax. Alors, comme point de départ, je vais prendre un point de départ qui pourra sembler un petit peu éloigné. Je vais repartir de ce qu'on appelle le programme NBIC. Vous avez sans doute entendu parler, hein, cette conception américaine qui nous propose de penser qu'il y a une convergence nano-bio-info-cognitive entre le nano, le biologique, l'informatique et le cognitif. Et c'est un grand programme qui repose sur, comme le rappelait, alors là je m'appuie sur un article proposé par des collègues de l'UTC, Xavier Duché, Cécile Le Gallet, et qui dans leur réflexion repartaient de ce programme et rappelaient que donc ce programme repose sur une visée d'intégration de tous les domaines du réel. La nature, la vie, l'esprit, la société, tout est unifié dans une représentation unitaire du monde qui semble constituée de petits systèmes hiérarchiques complexes et qui sont couplés entre eux. Et donc, voilà, on a un grand programme qui nous dit que l'entièreté du réel est calculable et que on peut avoir une maîtrise en faisant converger la prise en compte du niveau nano, l'information, le cognitif et le biologique. Et que l'entièreté du réel est ainsi appréhendable. Et ce grand programme NBIC, on peut le coupler hein,
à ce que l'ingénieur Karl-Erik Drexler pronostiquait dans les années, à la fin au milieu des années 80 comme un changement radical dans l'activité fabricatrice, puisque il pronostiquait, et c'était le début des nanotechnologies, que si jusqu'à présent fabriquer avait toujours consisté à enlever de la matière au moyen d'un outil, et bien maintenant on allait rentrer dans un nouveau monde où il serait possible de procéder à une manufacture moléculaire et où on pourrait procéder à une fabrication ascendante en assemblant atome par atome pour construire tout type de réalité. Et donc, la promesse résidait dans la mise au point de petites machines programmables et qui seraient capables de déplacer les atomes individuellement et de construire n'importe quelle structure, y compris les plus complexes. Donc, c'était la promesse associée aux nouvelles technologies. Et donc, je rappelais ça parce qu'au fond, on peut dire que les NBIC et cette promesse nanotechnologique, c'est un imaginaire extrêmement structurant de notre monde, et en particulier de notre monde scientifique et technique, et qui pointe en direction de l'idée qu'il va y avoir un formidable pouvoir de manipuler tout ce qui existe, atome par atome, et finalement que les frontières entre manipuler, connaître, produire, que les frontières entre ces différentes séries d'actes sont complètement brouillées dans la perspective d'une toute-puissance. Et comme vous savez, il y a aussi tout un tas de discours qui circulent autour, alors il faudrait distinguer, mais là je parle de manière très générale, autour du transhumain et du post-humain qui vont dans ce sens d'une promesse d'une surpuissance. Et si je rappelais cela, c'est parce qu'au fond, il y a là, que je pointe de manière très ponctuelle, quelque chose comme un imaginaire instituant qui est d'ailleurs largement basculé dans un imaginaire institué, sédimenté, à certains égards. Mais si je rappelais cela, c'est parce que, au fond, venant ici, à l'Institut Fairfax, c'est-à-dire au centre de l'innovation scientifique, technique, technologique, mais autour et enraciné dans le souci du soin, ce qui change peut-être beaucoup les choses, eh bien, en écoutant un certain nombre des acteurs de cet institut, et là je vais donner juste vraiment quelques exemples pris de ci, de là, sans que ça n'ait aucune exhaustivité, eh bien, on entend d'autres imaginaires. Il me semble, en tous les cas c'est la proposition que je fais, d'autres imaginaires qui vont venir perturber ou concurrencer ce type d'imaginaire-là que je rappelais en l'associant au programme NBIC ou à la promesse de pouvoir manipuler tout réel, atome par atome. Et par exemple, mais c'est toujours délicat d'interpréter la parole des autres, mais bon, en y risquant, je dirais, enfin, en écoutant et en étant tout à fait néophyte et non spécialiste, en écoutant chaque spécialiste, c'est toujours l'enjeu aussi, et en écoutant par exemple ce que disait de la pratique de la bioinformatique le docteur Galmiche et certains membres de son équipe, et elle était présentée du côté d'une chirurgie de précision. Comme on parle de médecine de précision, c'est-à-dire une médecine capable de prédire, comme vous savez, par exemple, une récidive pour un cas précis, pour un individu précis, mais à partir de calculs effectués sur du big data, de traitement informatique de très grandes données. Du calcul fait sur de très grandes données, mais orienté du côté du souci de l'individu. Et du coup, au fond, la bioinformatique peut sembler assez homogène avec cette idée qu'au fond, on pourra de plus en plus tout calculer et ainsi tout maîtriser. Ce grand imaginaire structurant. Mais déjà, cet imaginaire structurant vient alors est pensé comme venant non pas se substituer à la chirurgie précise, à celle, alors avec toutes les précautions qu'on peut mettre à la formule même de geste artiste du chirurgien, mais enfin voilà, il y a l'expérience, le talent, le caractère artistique du geste du chirurgien, fut-il technologiquement augmenté, eh bien il ne s'agit pas d'absorber
cette pratique-là dans la surpuissance du calcul, mais il s'agit de venir s'articuler à elle, de négocier avec elle, de trouver un enrichissement des pratiques. Et donc, au fond, l'inscription même de cette pratique de calcul sur des données, son inscription dans un contexte de soins et un contexte interdisciplinaire délivre déjà de l'imaginaire de la toute-puissance. Je dirais qu'on est délivré de l'imaginaire de la toute-puissance face au visage. Autre esquisse d'imaginaire, en écoutant le professeur Sevestre, sa passion pour la médecine vasculaire, pour les types des vaisseaux sanguins, et la mise en exergue par elle de l'imagerie, même si elle fait beaucoup d'autres choses aussi, mais l'échographie, Doppler, IRM, et elle a beaucoup insisté dans les paroles que nous avons entendues sur le fait qu'il était important d'étudier la fonction, mais aussi l'architecture, fonction et architecture des vaisseaux. Les vaisseaux, parfois en forme d'arbre, parfois en forme de lit, parfois en réseau, etc. Et qu'une des grandes questions, c'était comment explorer et visualiser les vaisseaux qui sont de l'ordre du microscopique, donc par différentes technologies, dont l'IRM ou d'autres, ou même grâce à des pratiques liées aux nanotechnologies. Et dans le discours, ce qui revenait beaucoup, c'était cette idée que pour ces architectures complexes, pour les découvrir, pour les voir, éventuellement pour les réparer ou les remplacer, ou d'ailleurs pas les remplacer forcément à l'identique ou terme à terme, mais trouver une autre architecture qui puisse remplir des fonctions similaires, eh bien, il y avait inspiration dans d'autres modèles, dans le vivant ou dans l'art. La rosace, il y a quelque chose qui circule de la rosace de la cathédrale d'Amiens, du flocon de neige, du bras de la pieuvre qui repousse avec les architectures de vaisseaux en nid, en réseau, et bon, il y a des choses évidemment très savantes que je ne pourrais pas redire sur la question. Bref, il faut comprendre l'architecture du réseau, mais aussi, disait-elle, sublimer, s'inspirer ailleurs pour risquer d'autres structures. Elle a aussi évoqué la sérendipité, le fait que, je vais aller vite, je ne vais pas reprendre l'exemple, mais le fait qu'au fond, il y ait dans la recherche des moments de rencontres heureuses, et que ce n'est qu'après coup que l'on comprend ce qu'on a découvert. Bon, de ces quelques notations, je retire une esquisse. Alors qu'il s'agit de mobiliser des technologies très avancées, d'imagerie, éventuellement de nanotechnologie, l'imaginaire, au sens productif, c'était l'imaginaire créateur, instituant que nous avons essayé de caractériser, l'imaginaire n'est en rien celui de la surpuissance du calcul qui maîtrise tout par avance, ni celui de la manipulation absolue du réel, un réel qui deviendrait lui-même finalement un produit de l'activité technologique. Mais il est celui de l'inspiration par transposition entre domaines naturels, artificiels et même artistiques, de l'évocation des uns dans les autres, et ça a à voir avec l'imaginaire, et aussi il est question de sérendipité, et ce qu'il faut faire, c'est peut-être, j'imagine que c'est ce qu'il est question de faire aussi dans l'Institut Fairfax, c'est de rendre possible et même provoquer les conditions des rencontres heureuses entre les pratiques. Et d'ailleurs, au passage, on voit qu'il ne s'agit pas l'imaginaire à l'œuvre, c'est pas celui, comme chez Drexler que j'évoquais au début, du fantasme, d'une construction atome par atome de toute réalité, mais que, loin de résorber la nature dans la construction technologique, ce qui est promu ici aussi, c'est l'idée qu'il faut la regarder, s'en inspirer, et que s'il y a que l'écart diminue entre le naturel et l'artificiel, ce n'est pas pour résorber le naturel dans l'artificiel, mais c'est pour voir et montrer combien ils sont en connivence. Bref, et je ne vais pas plus loin ici, il y aurait d'autres exemples qu'on pourrait, mais je ne veux pas être trop long,
Je crois qu'on est peut-être dans notre temps de parole qu'on aurait pu mobiliser. Mais bref, voilà, ce qu'on commence à essayer de regarder, parce que ce travail est loin d'être achevé, c'est de voir quels sont les imaginaires productifs, créateurs, instituants, qui font avancer le travail des acteurs et qui sont divers, et en tous les cas, parfois largement en rupture avec des grands imaginaires institués comme ceux de la convergence NDIC et de la surpuissance qui est impliquée. Voilà, merci, nous allons nous arrêter ici. Très bien, il peut y avoir un espace-temps pour les questions, si vous avez des questions à poser à nos amis philosophes. Questions qui viennent d'être... voilà, c'est un début d'une approche, une réflexion autour du principe même d'imaginaire, et un début à travers donc des croisements avec des personnes qui sont impliquées effectivement dans l'équipe. Il y a déjà eu une première rencontre qui sera poursuivie par d'autres... Voilà. Au moins une autre série de rencontres. D'accord. Il y avait aussi une forme à donner, comment s'inscrit effectivement, au-delà de la réflexion que vous menez ici, cette mise en forme par l'image. Alors, effectivement, nous avons le choix de faire. Aurore est restée dans la salle, mais de concrétiser, de rendre effective cette réflexion sur les imaginaires productifs au sein d'un film qui sera donc à la fois un film de recherche et un film qui s'agira de concrétiser ces imaginaires. Et nous sommes aussi en train de chercher la bonne manière de faire voir les imaginaires, de les manifester, de faire en sorte qu'ils se manifestent dans un film, je ne vais pas dire court, je ne vais pas dire petit film, un film qui ne sera pas très long, mais voilà. Je ne sais pas si, mais là c'est plutôt, je ne sais pas si tu veux réagir. En fait, comme c'est vraiment court, pour l'instant, on est vraiment en train de Alors, question que j'avais abordée de façon un petit peu indirecte tout à l'heure, est-ce que peut-être une question qui est d'un candide et qui est complètement déplacée, est-ce que le fait de recourir à une forme d'image peut avoir un sens particulier ou une force particulière quand vous abordez le thème de l'imaginaire? Alors, ça c'est une vraie question parce que, effectivement, ce que nous avons mobilisé, ce que Lucio a restitué au début de son moment d'exposé, nous avons mobilisé, en mobilisant Castoriadis, une pensée qui n'insiste pas, qui ne pense pas à l'imaginaire d'abord comme image, mais qui la pense comme ensemble de significations qui, effectivement, la grande idée, c'est que la réalité humaine que nous vivons s'auto-institue, se crée, se tire d'elle-même en projetant et en cristallisant ses significations. Et ces significations, comme il l'a dit, ça peut être aussi bien la forme de la famille, ça peut être la Révolution française, ça surgit comme ça, mais c'est pas, effectivement, notre chemin d'abord n'était pas celui spécifiquement de la mise en image. Une signification comme on l'a construit dans des mots, et une signification comme elle se concrétise dans une image et de manière singulière. C'est-à-dire qu'effectivement, si on la met dans des mots, on en aura une approximation, mais on n'aura pas tout ce que peut donner l'image. Ça, c'est un vrai enjeu. Et effectivement, si on réussissait bien le film, eh ben, ça serait ça. Ce film dirait ce qu'on ne pourrait pas dire là, comme ça, maintenant, au micro. Très bien. Ah, oui. J'ai une question, peut-être qui est un peu précoce. Et vous avez parlé imaginaire, vous avez parlé de la nanotechnologie, la biologie, la jonction entre la nature, la bio et la nanotechnologie. On sait bien que vous avez cité un animal qui est primaire pour nous, qui est capable de renouveler une partie de son corps, comment, quand il est coupé. Est-ce qu'il y a parmi les scientifiques qui sont là,
il y a peut-être des traces en début de recherche qui soient applicables à d'autres circonstances, y compris les humains. Alors, je ne suis pas du tout compétent pour répondre sur le fond, mais justement, c'est ce que j'ai compris que c'était cela qui était suggéré. C'était effectivement, il y a beaucoup d'études aussi sur le mimétisme, sur le fait qu'on puisse faire progresser notre puissance d'artifice et notre puissance technologique en mimant la nature et non pas ex nihilo, mais toujours en faisant modèle sur elle. Je ne suis pas spécialiste du tout de ces recherches-là, mais effectivement, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, en tous les cas, l'idée qu'effectivement, ce soit en prenant exemple sur certaines architectures, et c'est plus que des architectures, et aussi des fonctionnements dans la nature et chez d'autres animaux, on pourra faire des choses chez l'être humain, c'est quelque chose d'important. Et pour ce qui est des recherches précises, moi je ne connais pas, je ne serai pas compétent, mais peut-être Madame Sevestre, je ne sais pas, je crois qu'elle est dans la salle, c'est au fond plutôt, puisque je m'étais appuyé sur les remarques qu'elle avait données, c'est plutôt peut-être Madame Sevestre. Oui, bonjour. Une réflexion générale, c'est la réflexion à la portée de la croissance des vaisseaux, parce que c'est le thème qui m'intéresse, mais c'est sûr que dans la mesure où l'angiogenèse, de manière générale, est présente dans toute la vie humaine, et dans tout le règne animal en particulier, c'est une réflexion qu'on se doit d'avoir et des exemples que l'on doit prendre à partir de ce qui existe déjà. Et cette connaissance nous permettra de mieux nous connaître également. Voilà, donc je vous remercie infiniment d'avoir apposé votre signature, votre culture à cette journée.